Est-ce que chez les structuralistes, chez les Lévi-Strauss, cette question-là Chez les Lévi-Strauss, alors par rapport à Kluskar, toujours, oui, oui. Donc là encore, si tu veux, le structuralisme, c'est quelque part une autre manière d'interdire l'histoire. C'est un autre blocage, si vous voulez, parce que là, c'est du blocage au niveau des structures. C'est-à-dire que les structures, c'est structurel, donc ça n'évolue pas, etc. Donc, si vous pensez progressisme, ça veut dire que vous n'êtes pas clair, quoi. Mais vous n'avez pas compris le structuralisme, quoi. Donc, et ça permet justement de marginaliser et de mettre sur le côté des philosophies qui sont progressistes et le marxisme. C'est-à-dire que c'est pas pour rien, si vous voulez, que l'existentialisme sartrien et heideggerien, qui sont défendés, mais le structuralisme apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, au moment où il y a des PC à 25%, où l'Union soviétique avançait de 3000 km, le bloc de l'Est vers l'Est, justement. Il y a péril à la demeure, et ça se gère aussi au niveau de l'université, au niveau de l'idéologie. Donc ces mouvements-là, effectivement, alors c'est conscient, inconscient, mais néanmoins, ce sont des mouvements qu'on voit apparaître à ce moment-là. Puis après, viendra Deleuze avec le postmodernisme, le libéralisme libertaire, etc. Et donc, dans ces créneaux-là, effectivement, c'est une autre forme de blocage, quoi, de l'histoire et du progrès social. Et ne cherchez pas à faire du progrès social, il y a les structures. De toute façon, c'est même pas la peine que vous essayiez, c'est bloqué, quoi. Non, mais c'est plutôt... Enfin, je sais pas, je prétends pas avoir raison, c'est ce que j'ai perçu plutôt. Mais le structuralisme fait apparaître des structures qui n'apparaissaient pas. Il me semble que... je sais pas, je pense à Dumézil, par exemple, quand il décrit des trifonctionnalités. Oui, chez tous les Indo-Européens, donc, et qui établit un schéma dans les mythes, dans les sociétés indo-européennes, mais qui sont les mêmes schémas, alors que les intitulés, les noms ne sont pas les mêmes. Les narrations sont les mêmes. C'est ça. Enfin, Bon, alors c'est par rapport à ça, le fait de le faire apparaître ça, c'est quand même nouveau. Donc il y a un déplacement dans le temps, le fait de... Alors je sais pas pourquoi c'est immuable. Parce que ça paraît pas simplement... Vas-y. Du coup, enfin... j'ai l'impression qu'on enterre tout le structuralisme d'un coup, alors que c'est quand même la découverte d'une analyse un peu transversale. Enfin, je sais pas, j'essaye de défendre des trucs qui m'ont servi. Moi, je pense qu'il faut bien se méfier quand on lit ce bouquin-là, et c'est quelque chose qui apparaît aussi dans la lettre aux communistes, parce que je vois que là... faut pas non plus faire dire à Kluskar ce qu'il dit pas et penser qu'en fait, il jette à l'eau le structuralisme... ou même la psychanalyse par exemple. Moi, en tout cas, personnellement, de ce que je lis, c'est pas ça l'objet. En fait, il dialogue avec ces gens-là. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est peut-être très personnel de le lire comme ça, mais il y a des logiques de pensée. Et en fait, ce qui restitue dans le premier livre, donc après, on parlera du deuxième, mais je veux dire, c'est qu'effectivement, ce parcours du cogito qui se solde par un échec, ce qui est surtout important, là, Edmond l'a pas dit, mais... ce qui apparaît en filigrane dans le livre, c'est qu'en fait, on vit toujours sous ce patronage-là. C'est-à-dire qu'en fait, ces pensées qui sont la phénoménologie du Husserl, et puis après, la façon dont Heidegger le politisera, et puis avec tout ce qu'on sait, c'est toujours... alors, il y en a qui vont se dire nietzschéen, parce que Heidegger, c'est trop compliqué, mais fondamentalement, parfois, ils font pas la différence, et on est sous ce patronage-là, c'est-à-dire que le moment 68, c'est le moment où on congédie Marx, mais c'est aussi le moment où on congédie Hegel, la philosophie de l'histoire, c'est le moment où c'est quelques années après que Foucault ait écrit l'histoire de la folie, où il attribue à Descartes la responsabilité des prisons et du fait qu'on a enfermé les fous, et que pour pouvoir rationaliser la folie, on est mis devant soi, dans des prisons, des fous, pour pouvoir quelque part se
comment dire, avoir un contrôle, ne serait-ce qu'intellectuel, sur ce que c'est que la folie, au lieu d'essayer finalement d'aller d'organiser en son sein, dans la société même, quelque chose qui serait une espèce de non-société, de telle sorte que lui dit, si on veut comprendre la société telle qu'elle fonctionne, il faut aller regarder à son extérieur pour voir vraiment ce que ça va nous dire. Tout ce moment-là, c'est structuraliste, en fait on vit toujours dessus. Tu parlais de Onfray ou de ces gens-là, effectivement ils ont tendance à citer Nietzsche ou Heidegger, c'est quelque chose qui est très à la mode en quelque sorte. Moi ce que je vois là-dedans aussi, c'est que par exemple, il y a quelque chose qui a beaucoup émergé dans les années 70, c'était l'idée d'une critique artiste de l'économie du capitalisme. La critique marxiste qui serait un économicisme un peu béat, il faudrait lui substituer une autre critique qui serait celle de l'esprit du capitalisme, parce que comme le disait, je crois que c'était Max Weber, je ne sais plus, qui disait le capitalisme c'est un fait social total, donc il a des influences sur l'économie, la façon dont la société est structurée, mais il y en a aussi dans nos représentations, et donc il faut assurer une critique artiste, et on est toujours là-dedans. Kluskar, ce qu'il prétend faire, c'est montrer que fondamentalement ces visions-là, qui sont toutes en fait critiques d'une certaine manière du capitalisme, en fait, elles ont quelque chose qui... Le structuralisme, c'est absolument pas une critique du capitalisme, et a fortiori Heidegger encore moins. Non, je parle pas de ça. Je dis qu'aujourd'hui, les gens qui se revendiquent d'une certaine manière de ces pensées-là, des Onfray, etc., vont pas avoir de mal, de par la gauche, à critiquer le monde contemporain et le capitalisme néolibéral, parce que c'est quelque chose qui est pas difficile à faire quand on voit Heidegger se pose. Et ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'il y a des sous-bassements intellectuels dans la pensée de ces gens-là, qui empêchent justement leur accordement à l'histoire et la lutte des classes. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que chez les gens aujourd'hui qu'on entend, notamment dans les médias, qui vont critiquer le capitalisme... Michel Onfray ne critique pas le capitalisme. Il considère que c'est le système le moins mauvais. Oui, on est d'accord. Il te dira, comme tout le monde, comme Emmanuel Todd ou d'autres, qu'il faut le normer, qu'il faut l'apprivoiser, qu'il faut organiser un capitalisme coopératif, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, c'est que s'ils ont cette critique-là, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont mis de côté... justement le marxisme et toutes ces... Oui, clairement. Donc, d'une certaine manière, ils s'en sont jamais cachés. Hein. Ils s'en sont jamais cachés, mais ce que je veux dire, c'est que ce que Kluskar fait, c'est qu'il montre la logique de pensée qui a pu mener à ces critiques du capitalisme contemporain, là, à mon avis. Et que quand il parle de refonder la pensée progressiste, c'est qu'il veut vraiment revenir à ce qui avait fait ses lettres de noblesse, en quelque sorte, ce qui avait réussi à mettre un PC assez haut. Et puis après, je te laisse, mais ce que je veux dire, c'est que faut bien faire attention, à mon avis, à pas penser que Michel Kluskar, sous prétexte qu'il rentre un peu dans la gueule du structuralisme, de la psychanalyse, et tous ces gens-là, il dialogue pas pour autant avec eux. Moi, je crois qu'il faut aussi... parce que c'est aussi le moment qui était le sien en quelque sorte, c'était les années 50, 60, c'était le moment existentialiste puis structuraliste, et donc il a été fait aussi par ce truc-là. Donc l'important, je pense, c'est de bien spécifier ce qu'il critique de ces pensées-là en tant qu'elles empêchent la transformation sociale. Et évidemment, voilà. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, bien sûr. Non, c'est clair. Non, mais je veux dire, bon, c'est ça que je voulais dire. Pour répondre me semble-t-il, à ta question, pour moi, c'est clair que Kluskar, quand même, dénonce le structuralisme comme étant une pensée qui, je dirais, quelque part, congédie l'histoire et quand même a été une pensée qui, je dirais, a été mise en avant pour, je vais le dire comme ça, pour déglinguer le marxisme. Ah oui, c'est posé comme ça. Et Lévi-Strauss, c'était exactement ça. Et même une certaine pensée, je sais pas, on va pas rentrer dans le truc, mais une certaine pensée existentialiste, puisque Heidegger considérait qu'il ne l'était pas. Heidegger, c'est toujours assez compliqué à te dire, puisqu'en fait, il avançait tout le monde connaît un petit peu les cours qu'il faisait à ses élèves. À un moment donné, il s'amusait à dérouter lui-même ses propres étudiants, c'est-à-dire qu'il avançait des concepts, après il balançait le contraire et tout ça, donc ça devenait assez... si on ne dominait pas l'allemand et que le grec au passage, un peu comme Hannah Arendt, ça devenait assez compliqué si tu ne maîtrises pas l'allemand, ainsi que le grec ancien, d'arriver à essayer de contrer les concepts avancés, puisqu'à chaque fois, les grands spécialistes disaient mais non, c'est pas bien traduit, c'est pas ci, c'est pas ça, il n'a pas voulu dire ça, et puis il disait tout et son contraire. Je ne dis pas le contraire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiques de pensée dans ces pensées-là réactionnaires qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, qui sont portées par des gens de gauche aujourd'hui. Ou des gens qui se disent de gauche ou qui sont estampillés de gauche. Et je pense que c'est aussi là qu'il y a l'enjeu, je pense. C'est pour ça qu'il parle d'une refondation progressiste. C'est-à-dire qu'à mon avis,
comment dire, le problème le problème de la philosophie de la connaissance, c'est qu'elle n'est pas immédiatement politisable. Les philosophies de l'action, elles arrivent au XIXe siècle, après les philosophies de la connaissance, de certaine manière. Et la lutte de classe, on en parle parce que la société industrielle naissant, il y a de fait des classes qui ont fini par émerger et puis qui s'opposent. Mais il y a une contribution épistémologique de Kouskar, c'est ça que je veux dire. C'est pas juste d'aller foutre de côté des philosophes en disant tout ça c'est de la merde, on a vu ce que ça a mené, et donc ils vont revenir à Marx. Je pense que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le lire. Ou sinon, de toute façon, il rentrerait pas dans les pensées telles qu'il le fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile. Parce que cet ouvrage-là, c'est pas la même prose qu'il y a dans les ouvrages plus sociologiques, disons. Il y a des choses à réinterroger, quoi. Le structuralisme, il a quand même débouché sur l'évolution des pratiques de la pensée systémique, de la complexité, avec Edgar Morin, etc. Donc il y a des choses qui se sont mises en place qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas rejeter du revers, pour ne faire valoir voilà, comme si pendant 25 ans, il ne s'était rien passé. Tous ces développements, il faut les considérer, quoi. Il faut les considérer, et Kouskar les interroge. Il les interrogera dans les pages qui vont suivre. Je pense que... bon, après, c'est les chercheurs qui vont continuer le travail. Dans le livre 2, il pose les moments, les instants. Donc les instants, les moments, c'est plutôt Marx qui les posait. Mais il pose effectivement la question du temps et de la temporalité et de l'espace, quoi, en fait. C'est de l'existence. Mais il veut la reposer, c'est-à-dire, et il le dit dans le premier livre, il veut que l'on se le réapproprie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'ontique à Heidegger, à Husserl, qui était le fondateur, il faut se la réapproprier, nous, en tant que marxistes. Parce que l'ontologie sociale, il faut la construire, parce qu'elle n'est pas faite. Et donc, dans le livre 2, il pose les jalons, il pose ses premiers éléments de qu'est-ce que c'est qu'un instant, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que le divin horloger, hein, voilà, ces questions-là qu'il pose. Il n'apporte pas nécessairement des réponses, mais il nous les donne, quoi, en termes de positionnement. Donc, il pose l'évolutionnisme, hein, ça aussi c'est important, puisque l'évolutionnisme il nous a amené autant de choses intéressantes qui sont prises par les marxistes que de choses très désagréables qui ont été développées par Galton, qui ont été développées par Spencer, qui ont été développées par X et Y. Les nazis, les eugénistes aux États-Unis, etc. Donc, il y a une réappropriation à faire, il faut faire le tri. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas d'emblée, on ne rejette pas en bloc. L'évolutionniste, c'est un courant de pensée. Il y a eu Darwin, il y a eu le dialogue, d'ailleurs, que Vallon reprend également, sur l'interdépendance dans le milieu, etc. Il y a des choses intéressantes qu'il va falloir creuser, mais sans opposer systématiquement. Au moins que le débat soit préalable aux idées qui vont être conservées et aux idées qui vont être mises de côté ou questionnées ultérieurement. Donc voilà, je crois qu'il y a dans le deuxième chapitre ce positionnement du moment. Et le moment, je répète, hein, c'est vraiment un concept marxiste, quoi, que Lefebvre avait repris, que d'autres ont repris dans les 40 dernières années.